spectacle, machin chose bidule, Jean Tardieu, auteur, machin chose drôle, sympathique, bonne soirée, tout ça, blabla, poum poum, tralala. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je me présente, professeur Freppel. Ma longue expérience de la linguistique, jouant à mes observations cliniques et sociologiques des mœurs contemporaines, m'ont permis de dresser un catalogue à peu près complet de toutes les déformations que subit le langage à l'intérieur des groupes sociaux, principalement dans les familles. Ce catalogue, véritable herbier de la flore verbale, comporte un trop grand nombre de spécimens pour que je puisse en une seule séance vous donner une idée, même approximative, de son ampleur et de sa diversité. Mais néanmoins, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui quelques exemples choisis parmi les curiosités du langage vivant, avec toute la mise en scène dont ils sont le plus souvent accompagnés. Voici d'abord le groupe très important des langages familiaux. Nous allons voir une famille aux mœurs respectables et même austères, adoptée pour son usage particulier, j'allais dire pour l'usage interne, une langue étrange, une sorte d'argot privé, un sabir composé exclusivement de vocables empruntés au langage enfantin. Ces vocables, vous ne l'ignorez pas, sont de deux sortes. Il y a tout d'abord les mots inventés par les petits-enfants eux-mêmes, c'est-à-dire des mots courants, simplifiés et déformés. Exemple, mazé. Pour manger. Toutou. Pour le chien. Toutou, un mazé fichu. Le chien a mangé de la confiture. Et puis, il y a ces mots touchants et ridicules qu'inventent les grandes personnes, bien à tort il est vrai, sous prétexte de se mettre à la portée des enfants. Ces mots consistent le plus souvent en syllabes à répétition niaise et bêtifiante. Exemple classique, déjà nommé, toutou pour le chien, dada pour le cheval, ou lolo pour le lait. La famille type qui va vous être présentée en une courte scène emploie exclusivement ce vocabulaire dès lors qu'ils sont, pour ainsi dire, à huis clos. Cependant, ces braves gens recouvrent instantanément l'usage du français normal dès qu'ils sont en présence d'une personne étrangère à leur groupe. Oui, c'est là ce que j'ai appelé le dialecte défensif d'appartement, ou plus simplement le blabla de bébé. Voici d'abord Monsieur Z, rentrant chez lui, accompagné d'un de ses amis. Comme vous pourrez le constater, il s'exprime pour le moment de façon très normale. Et nous voici arrivés. Mon cher, tu me feras bien le plaisir d'accepter quelque chose avant de repartir. Non, vraiment, merci 1000 fois, car je dois partir. Mais je suis ravi d'avoir pu bavarder avec toi jusqu'ici. Alors, tu estimes que dans cette affaire, mon intervention ne te serait d'aucun secours? Mais non, mon bon, mais non, mon cher. Note que je ne suis pas moins reconnaissant de tes offres. Ah, tu es un ami, toi. Un vrai. Nous méritons que l'on applique à notre amitié ce qu'écrivait ce grand essayiste en parlant de cet autre. Allons. Au revoir et mes respects à tata. Au revoir, mon vieil excellent ami. Et maintenant, voici Madame Z. Observez bien le changement. Coucou la vénère, vous la même à Billy. Bonjour le peceux. Qui c'était qui était avec le peceux? C'était les amis. Il est déjà parti, les amis? Les Paty. Pourquoi qu'il est parti? Pourquoi qu'il est plus là? Pourquoi qu'il n'a pas avancé avec nous, les amis? Pas qu'il visite maison avec Teuf. Parce qu'il avait hâte de rentrer chez lui en taxi. Vous avez bien cavaillé, le chez monsieur à la dadame? Mon cher époux a-t-il bien travaillé? Eh oui, ben cavaillé, beaucoup cavaillé, toujours cavaillé, pour gagner sous soupe à dadame et bébé. Turlututu, ben vrai, cavaillé ou pas cavaillé? Comment? Pas cavaillé. En fait, les plouplous avaient les foufous du tralala. Comment je n'ai pas travaillé? Je n'ai pas arrêté de parler, de discuter avec les plus grands délégués du comité. Ah, le peceux a encore fait kili-kili avec Misel Tac-Tac. La dadame permet kili-kili, mais pas coucouche. Je parie que mon époux a encore flirté avec sa secrétaire, Misel Tac-Tac. C'est mot à mot la demoiselle à la machine à écrire. Le reste se comprend lui-même. Et si la bonne entre à l'improviste, une pile d'assiettes sur les bras. Mais non, voyons. Que veux-tu dire? Quelle ridicule plaisanterie! Tu sais très bien que je n'entretiens aucune familiarité avec mon personnel.
Maintenant, je vais vous prier de participer, avec votre permission, à un petit jeu scolaire qui va me permettre de récolter un certain nombre d'informations sur l'utilisation de certains mots. Quels sont ceux d'entre vous qui ont lu mon dictionnaire des mots sauvages de la langue française? Bon. Voyons. Vous savez sans aucun doute que ce dictionnaire a opéré pour la première fois le recensement de ces petits mots en apparence insignifiants et qui pourtant sont si répandus. Diminutifs familiers, phonèmes répétitifs, etc. Oui, c'est ça, et qui émaillent notre discours et qui laissent apercevoir soudain je ne sais quel reflet terrifiant des balbutiements primitifs de nos sociétés, je ne sais quelle danse rituelle de sauvages en pleine forêt vierge. Galop des dadas, furie des zizi, boum boum des tam-tam, pique des kiki, et hurlement des citis, des daniams, ondulement des chichis, des dodons et clic et clac et boum et bras et tradala papa, ou blaboum. Voyons, vous, monsieur, pouvez-vous me donner la définition du mot bibi? Première personne du singulier du pronom personnel, moi, je, ma pomme, mes vigues. 2. Petit chapeau féminin. 3. Petit baiser. Et vous, mademoiselle, maintenant, pouvez-vous me donner la signification du mot chou? Substantif, légumes ronds repliés sur un cœur tendre. 2. Petit gâteau. Un dame. 3. Petite personne. Idem. 4. Adjectif, aimable, complaisant, gentil. Exemple. Soyez chou, emmenez Lolotte en teuf-teuf. Traduction. Soyez assez aimable pour emmener Charlotte faire une promenade en automobile. C'est parfait. Et maintenant, le sens du mot dudule. Diminutif de Théodule. Par extension, sert aussi pour Alfred, Gaton, Anselme, Pierre, Zeb et Antoine. Dondon. Dame ayant de l'embonpoint. La grosse dondon et la femme du gros potopouf. Accueil, primo, accueil glacial. Le ministre vient de me recevoir. Secundo. Épouvante. Attention maintenant. Qu'est-ce que le kiki? On admet généralement que cet organe se trouve entre les maxillaires et les clavicules. Serrer le kiki, étrangler. Exemple, l'État serre le kiki des gogos. L'État moderne étrangle le contribuable. Deuxième sens. Adjectif, mesquin, médiocre, voire aussi rikiki. Rikiki. Rikiki, petit, mièvre d'une conception étriquée. Le style rikiki n'est pas le style rococo. Rococo. Voire coco. Le coco est au rococo, le kiki est au rikiki. Coco. De barocco-baroque, terme d'esthétique, art périmé ou académique. La peinture coco employait des couleurs coco. 2. Noix de coco, fruit exotique. Par extension, au figuré crâne chauve. 4. Nom du stupéfiant. Il prend de la coco. 5. œuf à la coque, diminutif de la première syllabe du prénom de Colomb Christophe, d'où l'œuf de Colomb. Nom du perroquet apprivoisé. À bien déjeuner, coco. Autre d'expression, mon coco, terme affectueux. Un joli coco, un sale type. Un drôle de coco, personne bizarre. C'est parfait. Voici une excellente leçon. Merci beaucoup. Alors, la scène se passe dans le salon d'un hôtel pour touristes élégants à la campagne pendant l'été. Il est environ 3 heures de l'après-midi par une belle journée du mois d'août qui donne de seule lumière le salon, malgré les stores baissés ça et là. Les paroles volent, dit-on, de bouche en bouche et d'oreille en oreille. Elles vibrent, elles bourdonnent dans l'air comme des moustiques. D'ailleurs, chaque tête, même la plus légère, n'est-elle pas comme un dictionnaire rempli de mots prêts à tourner à tous les vents? Écoutez bien, et à travers les paroles qu'échangent des personnes sensées, vous entendrez la danse absurde des mots inutiles. Un 10 de trèfle, une dame de cœur, un valet de pique,
Un chat de gouttière, une vache à lait. Voyons, voyons. Je retourne encore celle-ci. œuf à la coque, garde de triage, et voici l'as de carreau. Diable. Et toi, la petite enfant là-haut, ne vais-je pas te soulever jupon, soutien-gorge et mandragore? Allez, du courage à la hussarde et à la vapeur. Pousse-toi de là que je lui mette crapaud buff, piodra. Vous êtes bien silencieux, Gustave. Toile de carotte et Caroline. Vous n'êtes pas souffrant, j'espère. Mais non, ma chère. Chien dent moleskine, crocodile pistache. Jujube, vous voyez bien que je fais une réussite. Bon. Mais vous savez combien votre silence me pèse. Nom, téléphone, bretelles. À la ville comme à la campagne. Au chenil comme au poulailler. Synapisme, boule de gomme, aventure. Depuis 30 ans que vous le subissez, mon silence, Artaxerxès, plume de coq, poule au pot, vous vous y habituerez bien un jour. J'aurais dû. Grosse mère, pile face. Je postisse et je retiens bouche. Râteau, ficelle, poulet. Oh la truite, bande de vauriens, si je vous tenais. Va te faire l'air, fille de feu, propre à rien, fais tes mal et fiche-moi la paix. Vous êtes là? Vous dormiez, vous, de suite? Mais non, bouteille. Pas du tout, Pochiche. Je croyais. Vous ne venez pas un peu à la plage, vu que Groseille tire en satin miracle? Il fait bien meilleur qu'ici. Oh non, vois-tu, tout ce bruit, tous ces gens, Astraban, Sébile, Canada, qui parlent à tort et à travers. Rage de classe, ordant, corne de cerf, pour ne rien dire. Cela me fatigue les oreilles. Ta mère a raison, pousse caillou, rhume des foins parlementaires. Il ne faut jamais, sucre de canne, patrouille Trafalgar, parler pour ne rien dire. Bon, alors amusez-vous bien. Tarte à la crème, aile de pigeon, poudre aux yeux. Je vous le dis, mais vous recevrez peut-être une visite tout à l'heure. Siphon Cascade Armada, n'avez-vous pas entendu? J'ai dit que vous recevriez peut-être une visite tout à l'heure. Ah? Ah, Bon, je n'en dis pas plus. Rocus populus Antiochus. Encore un tête de moule. pourvu qu'Escamèche, que ce soit bon. Cette fois-ci, Waterloo, garde à vous, patrouille, Trafalgar. Nous verrons à qui nous avons affaire, nous le questionnerons. Nous l'écouterons. Nous l'époussetterons, nous le mitraillerons, nous l'épierons. Le saupoudrerons, nous le tartinerons, nous l'entreladerons. Il n'aura plus un poil de sec. Il n'aura plus de mal au bec. On verra s'il a des copecs, Un forceps, des biceps, une brique, un break, des clous, des choux. des pics, des briques. S'il est pauvre, on bute. S'il n'est pas duc, on le bute. Du temps blanc, phylloxéra, Mastaba, collutoire, monsieur, éléphantiasis, propitiatoire. Sauvage agrément, corpuscule, qui êtes-vous? Monsieur et Madame Périmère, je pense. Je suis Monsieur Pérémère et voici Madame Pérémère. Pitécanthrope et gueule de loup. À qui ai-je l'honneur? Vaporisateur, réfrigérateur? Un jeune homme qui sollicite de vous un entretien. Porc épique, souffre-douleur, mes ongles. Ah, bien. Asseyons-nous, voulez-vous? Sur nos genoux. Ce ne sera pas long, j'espère. Hémisphère. Je vous écoute, la croûte. Arkansas, calamité, auricula, misère. Syracuse, col de pâte et léger. Vous venez sans doute nous parler de notre fille, de notre faucille, de notre pouliche, de notre salamandre. Oui, madame, justement, une si charmante jeune fille. Une enquête, une armoire, un clapier, une... Votre profession, votre station, votre conflagration. Vétérinaire notaire. Vétérinaire ou notaire? Vétérinaire, caractère actionnaire. Ne nous égarons pas, parlons net. Colifiché, croquet, paltoquet. Oh, ne te fâche pas, qui vivra verra. Laisse-moi, croise tes bras. Êtes-vous fortuné? Qu'apportez-vous? Une pelle, un berceau, un panier, un tableau? J'apporte mon talent, mon avenir, soupir infini, voie lactée, anémone, ruissellement. Ce n'est pas avec ces beaux sentiments, bonne d'enfant, Jamaïque et Troca, que l'on fonde une famille, une charnie, une chenille. Mais je gagne ma vie.
Et combien gagnez-vous à Sodel Arboricole Métabolisme? Tant par mois, pour moi, et les bénéfices en plus, et les honoraires pour les puces. Oh, ce n'est pas Bocus, Honorus Stradivarius, il garde à vue. Oh, sois donc plus aimable. Tu vois bien que ce jeune homme tremble sur ses pommes. Sois plus charitable. Mets-le à table. Ah, je suis sûre que vous êtes poète. Le soir descend, mandibule, sarcelle, mortadelle. Vous avez 20 ans. Oui, j'ai 20 ans. Je prends le large, je passe à la nage, les yeux au sec, le nez au sel. Passe-moi le miel et le sel. La terre est ma poussière, mon cœur est ma sœur. Sacrificateur, hyposulfite, cardinal, amarante, ambiance, anémone, horticulture, humidité, puriculture. Ce n'est pas ce pied-là qui devait vous rendre visite. Ce gars-là, Pierre. Ah non, ce mouchoir, ce tartinet. Celui que j'aime est un Asdrubal, tout en galoche. Des lotus plein les poches. Myrus étincelle ordure. Il ne fait rien de ses 10 bras. Il me serre contre ses draps, contre son moteur. Ah, ce n'est... Tous les jours, il va sur le port, il joue aux filles, lance la boule et la quille. Je vais le retrouver de ce pas. Une fulgure astrale vertébrée, Atlantique, caravansérail. Exagérons à dessein un procédé théâtral autrefois en usage, cette petite pièce a pour objet d'établir un contraste comique entre la pauvreté des répliques échangées à haute voix et l'abondance des apartés. Qui est là? Pourvu que ce ne soit pas Oswald, mon fiancé. Je n'ai pas mis la robe qu'il préfère. Et d'ailleurs, à quoi bon? Après tout ce qui s'est passé. C'est moi, Oswald. Et là, c'est lui? C'est bien Oswald? Entrez, Oswald. Voilà bien ma chance. Que pourrais-je lui dire? Jamais je n'aurai le courage de lui apprendre la triste vérité. Vous, Zénaïde, que lui dire de plus? Elle est si confiante, si insouciante. Jamais je n'aurai la cruauté de lui avouer la grave décision qui vient d'être prise à son insu. Bonjour, Oswald. Se veut-il que tout soit fini, tandis qu'il presse ma main sur ses lèvres? Mon Dieu, ne prolongez pas ce silence. C'est fait que cette minute, qui me paraît un siècle, passe plus vite que l'alcyon sur la mer écumante. Bonjour, Zénaïde. Ah, ce geste gracieux et spontané, plus éloquent que le plus long discours. J'ai toujours aimé les silences qu'elle répand autour d'elle. Il est comme animé de paroles mystérieuses que l'oreille n'entendrait pas, mais que l'âme comprendrait. Asseyez-vous, Oswald. Il se tait, le malheureux. Je crois entendre son cœur battre à coups précipités sur le même rythme que le mien. Pourtant, il ne sait rien, sans doute, et croit encore à notre union. Merci, Zénaïde. Cette chaise était sûrement préparée pour moi. La pauvre enfant m'attendait et ne pouvait prévoir le motif de ma visite. 5 heures. Il fait déjà nuit dans mon cœur. Eh oui, 5 heures. Pour moi, c'est l'aube des condamnés. Ce silence m'accable. Les volubilisphères Mercorol, ma grand-mère préfère les points de senteur. Je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus que dire. C'est le printemps, Zénaïde. Aux antipodes, c'est l'hiver. Au Congo, les lapons s'assemblent sur la banquise. En Chine, les Bavarois vont boire de la bière dans les tavernes. Au Canada, les Espagnols dansent la séguetille. Oui, il fait jour. Ce silence. Les volubilistes en Mercorol, ma grand-mère préfère les points de senteur, et le jardinier a rangé ses outils. Oui, il fait jour, vous l'avez déjà dit, Zénaïde. Me voici brutale à présent. Sang et diable, feu et enfer. Les sorcières vont au sabbat, la lune court dans les ajoncs. Allons, du calme, du calme. Je ferai mieux de lui révéler ce secret qui m'étouffe. Je n'en puis plus. C'est intolérable. Je meurs. Je deviens fou. Hélas, ma famille ne veut pas de notre mariage. Vous disiez? Moi, rien. Ah bon, je croyais. C'est-à-dire... Quoi donc? Très peu de choses. Vraiment? Vraiment. D'ailleurs, je vous écrirai. Puisse ma lettre ne jamais parvenir à destination et sombrer dans les méandres de l'oubli, cependant que j'irai dans les sables d'Australie à la recherche d'un trésor moins précieux que celui que je perds. Peut-être répondrai-je.
Ce sera la dernière lettre que j'aurai ensevelie dans un monde, dans un couvent désespéré. Au revoir, Zénaïde. Le boulanger pétrit sa pâte, l'ex-cuillère monte à cheval, le navigateur fait le point, les cheminées fument, le soleil luit, et moi je dois dire adieu à la jeune fille que j'aime. Au revoir, Oswald. Je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus que dire. Je suis comme la feuille d'automne qui tombe sur un étang à minuit. Eh bien, mes enfants, je vous y prends. Ciel, mon père. Celui qui aurait pu devenir mon beau-père. Allons, remettez-vous, je ne vais pas vous manger, que diable. À votre âge et à votre place, il y a longtemps que je me serais embrassée. Mais que signifie? Cela signifie, mes petits lapins, cela signifie, mes petits poulets, que vous avez été l'objet d'une affectueuse mystification. Cela signifie que je viens pour tout arranger. De la part de ta mère, ma chère Zélaïde, de la part de ton père, mon cher Oswald, nous avons voulu mettre vos sentiments à l'épreuve. Lorsque vous avez cru que tout était fini, votre tristesse nous a montré que votre mutuel penchant n'était pas de ces feux de paille, de ces entraînements d'un jour, de ces choses qui ne durent pas et qui... Mais vous ne parlez pas, sac à papier. On dirait que vous voilà pris de stupeur. Dieu, un pareil bonheur est-il possible? Béni soit le jour où la grand-mère de ma fiancée donna naissance à mon beau-père. Bon. Je vois que vos émotions vous couplent sous le sac à papier. Nous reparlerons des noces demain. Si du moins vous avez recouvert l'usage de la parole. Je vous laisse à votre joie. Adieu, mes petits colibris. Adieu, mes petits poissons. Sac à papier. Oh, primavera, Juventud dell'anno. Oh, Juventud, primavera de la vita. Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais un accent de mal-gaieté résonne dans ses paroles. Oh, with me to have seen what I have seen, to see what I see. Quelle est cette langue étrange? Je ne comprends rien à ce qu'elle dit, mais la vibration de sa voix fait vibrer notre âme. Les 5 heures, Zénaïde. Voilà qui se trompe encore d'heure, mais je dois apprendre à ne pas contredire mon époux. Et oui, déjà le soir, Oswald. Parbleu non, il fait encore jour. Mais il ne faut jamais contrarier les femmes. Voilà donc à moi, cher ange. Encore une erreur, c'est lui qui est à moi, mais peu importe. Qui? Nous voilà les enfants à nous, vous et moi. À nous. Elle a dit à nous. Elle est à moi à elle, nous à nous. Pour toujours. À jamais. À la vie. À la mort. Toi qui m'as jusqu'ici tenu compagnie, arrête-toi, veux-tu? N'allons pas plus loin. Bon. Et posons cette lanterne afin de nous dégourdir les doigts. Voilà qui est fait. Ouf. On ne saurait mieux dire. Bravo. Sans doute vas-tu me demander pourquoi nous nous arrêtons. Bien oui, Dan. Je m'attendais en effet à cette question. Je te reconnais bien là. Je te remercie de me l'avoir posée. Hé. Cependant, avant que je te réponde, considère-moi dans la situation où je me trouve, c'est-à-dire au point précis où nous sommes arrivés. Pose cette lanterne, c'est avec les yeux de l'esprit que tu dois me considérer. Réponds-moi, veux-tu me dire si je me vois bien tel que je dois être, parvenu au milieu du chemin, un homme de raison? N'est-ce pas là ce que je suis? Ah ça oui. Ah oui. Parbleu, oui. Ainsi donc, un homme qui raisonne, c'est-à-dire qui mesure, compare, additionne, soustrait, bref, qui se livre à des opérations exactes, tel est bien cet homme que je suis? 2 et 2, poum. Tel est du moins cet homme que j'étais sur le chemin où nous avancions avant de nous être arrêtés. Or, nous sommes arrêtés. N'est-ce pas la vérité? Crac. Eh bien, tel que je te connais, je sens que tu vas me poser encore une fois ton éternelle question. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Oh, pardon. Non, ne t'excuse pas. Félicite-toi au contraire de ton insistance et de ta perspicacité. Car c'est bien là le problème majeur. Et sais-tu ce que je vais te répondre? Qui ça?
Moi? Non. Je vais te répondre que je ne sais pas pourquoi nous nous sommes arrêtés. Je ne le sais pas. Tu n'as pas peur au moins? Oh non, oh non, non, non. Je ne sais pas, dis-je, pourquoi nous sommes arrêtés. Mais vois-tu, c'est précisément pour cela que nous sommes arrêtés. Bigre. C'est-à-dire qu'il y avait à cette étape de notre chemin un obstacle, quelque chose d'inexplicable, quelque chose d'irréductible et d'opaque contre quoi nous nous sommes heurtés. Boum. On ne saurait mieux dire. Nous nous sommes heurtés précisément contre ce qui nous empêchait d'avancer. Or, cet obstacle-là, nous ne le connaissons pas. Et il y a peu de chances que nous arrivions à le connaître. Hein, quoi? Mais rien? Comment? Tu m'as parlé? Moi? Oui, toi. Bah non. Alors, ça devait être moi. J'étais en train de me dire que ma vie était une chose bien étrange. Hélas. Oui, il y a je ne sais quoi d'incompréhensible et d'inacceptable. Une chose peut-être grandiose, peut-être atroce, en tout cas, sans commune mesure avec moi-même et autour de laquelle toute ma vie, tu m'entends, toute ma vie est construite. Souvent j'y pense et chaque fois j'ai peur car je ne puis même pas deviner ce que c'est. On dirait un mauvais souvenir, quelque événement qui m'est familier et qui pèse à mes épaules comme un fardeau personnel. Ce fut peut-être un moment de démence glissé au centre de ma raison. Peut-être l'immensité de rien, au milieu de mon être. Oh là là. Tes réflexions prouvent surabondamment l'importance que tu me donnes. Tu m'es vraiment d'un grand secours. Mais si, tu m'as bel et bien accompagné jusqu'ici, c'est un fait. Et si nous nous sommes arrêtés, ce n'est certes pas de ta faute. Ah ça non. À mon avis, nous nous sommes arrêtés. Si nous nous sommes arrêtés, c'était à cause de cette chose. Oui, cette chose. Toujours la même. Qu'en penses-tu? Ma foi. Je pense que cette chose était là, déjà sur le chemin, à nous attendre. Et bien qu'elle soit là, en face de nous, impossible de savoir ce que c'est. Tu avoueras que c'est une situation bien embarrassante pour des esprits aussi avisés que les nôtres. Ah ça oui alors. Et je vais te surprendre encore bien davantage. Moi qui tu parles et à qui tu réponds avec tant de pertinence. Moi qui ai peur de cette chose incompréhensible, je puis du moins me donner l'avantage de la contourner. Comprends-tu cela? Je vais faire le tour de cet obstacle avec ma raison. Tu me suis toujours avec ma raison? Avec ma raison. Et avec mes pieds aussi d'ailleurs, tu me suis toujours? Avec mes pieds. Et quand j'en aurai fait le tour d'un mouvement vif tel un escamoteur, je mettrai la chose dans mon sac, ni vu ni connu. Le tour est joué. Quick! Et mon sac sur le dos, je pourrai continuer à marcher. Fuis, pas d'Adam. Mais vois-tu, c'est un grand réconfort que de pouvoir cerner ceux qui vous menacent. J'entends cerner par un geste, par une image ou par la pensée. Je ne vais pas au cœur du gouffre, comment le pourrais-je? Je fais le tour de ses bords. Et quand je sais que ma démence avec la démence du monde est contenue dans ma raison, quand ma vie protège mes cendres avec sollicitude, alors je tiens tous les tonnerres dans un fil et mon crime inconnu dans ma royale innocence, je m'endors réconcilié. Et alors? Quoi, comment et alors? Alors, on y va? Nous allons, comme on dit, contourner la difficulté. Il y a non loin d'ici un passage. Nous allons nous y engager sans crainte. Attention aux avalanches. Asseyez-vous. Madame... Madame Poutre. Oui, c'est cela, Madame Poutre. C'est vous que je vais interroger la première. Eh bien, tant mieux. Pourquoi tant mieux? Mais parce que mon mari ne sait jamais reine. On verra. Alors, Madame Poutre... Adélaïde, née sur Livaux, le 19 de l'année 1900. Et mariée à Jean-Joseph Poutre, son époux, dont elle est l'épouse,
Bon, Madame Poutre, pouvez-vous vous rappeler aussi exactement que possible quand vous avez fait sa connaissance et quand vous l'avez vu pour la première fois? Qui, mon mari? Mais non, bien entendu, vous me comprenez bien, celui dont il s'agit, celui qui a motivé votre présence ici. Mais qui ça? On te demande. Tu sais, on est là pour ça, pour témoigner en sa faveur. Ou contre lui, c'est son nom, nous verrons. Oui, c'est bien cela, pour témoigner contre lui, en sa faveur. Je sais, hein. Tu n'as pas besoin de me le dire, hein. Je ne suis pas plus bête qu'Inat, hein. Hein. Je sais ce que ça veut dire, hein. Donc, je répète ma question, quand l'avez-vous vu pour la première fois? Eh bien, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était il y a 10 ans, environ. Il y a 10 ans. Bon, notez bien, Greffier. 10 ans, ce n'est pas d'hier. Et pouviez-vous vous douter de quelque chose dès ce moment? Mais je ne m'en doutais de rien du tout. Comment cela s'est-il passé la première fois? Eh bien, voilà. J'étais dans la cuisine à ramasser des pommes de pin pour la soupe. Et mon mari, hein, ici présent, était absent, hein, comme toujours. Hein. C'est pourquoi il veut en témoigner devant vous. Et voilà, tout à coup, il est rentré. Par où? Mais par la fenêtre, hein, il est rentré comme ça. Il a fait tourner la pièce, il s'est assis tantôt sur une casserole de cuivre, tantôt sur une carafe. Et puis, il est reparti comme il est venu. Sans rien dire? Et sans rien dire. Hein. Et l'avez-vous revu souvent depuis? Oui, bien sûr. Hein. Docteur, il a même fini par s'installer tout à fait. Hein. Notez qu'on ne les voyait jamais que les jours. Et les soirs, plus personne. Hein. Étiez-vous chargé de le nourrir? Qui ça? Monsieur te demande s'il était bien nourri par toi, par nous, tu sais? Ah oui, mais... oui, bien sûr, mais... oui, mais c'est plutôt lui, hein, qui nous nourrissait. Ou en tout cas, docteur, il nous a réchauffés, hein. Réchauffés? Comment ça? Eh bien, pardi, ce n'est pas toujours comme ça. Sans lui, nous, autres, on crèverait d'effroi, hein. Oui, c'est bien cela. Moi, quand je le vois, je suis tout ragaillardi. Comment? Je ne comprends plus. Vous venez pour déposer une plainte, Oui, mais une plainte, docteur. Oui, une plainte en sa faveur, oui. Ne m'interrompez pas. Et ne m'appelez pas docteur ou monsieur le proviseur ou... Appelez-moi mon père. Donc, vous venez pour déposer une plainte et en même temps vous m'affirmez que sa vue vous réchauffe ou vous ragaillardit ou je ne sais quoi d'aussi absurde. Ça n'est pas absurde, mon père. Docteur, mon père docteur. Nous autres, comment qu'on ferait sans lui? Légumes, primeurs, laitage, comment qu'on ferait sans qu'il vienne tous les jours nous réchauffer le cœur? Et enfin, de qui parlons-nous? Que voulez-vous dire? Le soleil, par dire. Ah là là. Voilà le malentendu. Moi, je parlais de votre voleur, de votre cambrioleur, de votre agresseur. Et vous, vous me parliez du soleil. C'est invraisemblable, inimaginable. Comment avez-vous pu faire fausse route de la sorte? C'est pas nous qui avons fait fausse route. C'était vous-même. Nous qu'on savait très bien de quoi qu'on parlait. Vous pensez que moi, je ne sais pas de quoi je parle, peut-être. Et attention, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je vais vous faire filer d'eau, moi, ma petite dame. Et vous, mon petit monsieur. Mais c'est insensé, vous vous moquez de moi. Greffier, veuillez continuer à noter. Et ne tapez pas si fort, vous nous cassez les oreilles. Bon, à nous deux maintenant. Vous allez déposer. Déposer quoi? Déposer veut dire témoigner. Vous allez témoigner. Racontez-moi ce qui s'est passé le jour de l'événement. Alors voilà. Comme ma femme vous l'a dit, ça s'est passé. J'étais pas là, j'étais absent. Alors, comment pouvez-vous témoigner? En voilà encore une nouveauté. C'est que je suis le curé. Je ne me rappelle plus de rien. Mais comme je lui avais tout raconté,
lui, il a une mémoire d'éléphant, alors... Drôle de témoignage. Mais si nous ne pourrions pas faire autrement... Allez, racontez. Alors voilà, j'étais allée à la pêche, à la rivière, à la petite rivière, au petit bras de la petite rivière. Pas du côté où il y a le courant, non, non, du côté des nénuphars. Et puis bon, moi, comme je suis un peu nulle, j'attrape jamais rien, je finis toujours par discuter avec les écrevisses, on rigole autour d'un bouton de mouton pourri, mais bon, comme le boucher, il me le donne. Abrégez, je vous prie. Et alors voilà, ça s'est passé quand j'étais pas là, ni ma femme non plus d'ailleurs. Attendez, vous venez de m'affirmer de l'un et l'autre que si vous n'étiez pas là, cependant, votre femme y était. C'est-à-dire qu'elle n'était pas vraiment là où ça s'est passé, quand ça s'est produit. Vous comprenez? Mais finalement, où cela s'est-il passé? Ça s'est passé au jardin. Donc je suppose que de là où elle était, elle pouvait voir ce qui se passait au jardin. Ah ça non, c'est pas possible. De là où elle était, elle pouvait pas voir le jardin. Et pourquoi donc? C'est parce que la cuisine, c'est une pièce qui tournait dans le jardin. Mais comment avez-vous pu raconter quoi que ce soit aux témoins alors? C'est que monsieur le docteur, je lui avais raconté les effets. Et quels effets? Les effets de ce qui s'est passé, voyez-vous. Eh bien, racontez. Ah non, c'est pas à moi à raconter. Et pourquoi, je vous prie? Non, c'est pas à moi à raconter, puisque je vous ai dit que j'ai rien vu. Mais alors, comment faire, puisque votre mari, lui, de son côté, n'était pas là? Et ça ne fait rien, hein. Lui, il la raconte mieux que moi. Il a plus de mémoire ou d'imagination, je ne sais pas, moi. Dans ce cas, monsieur Poutre, veuillez me raconter à moi qui n'étais pas là l'événement qui s'est produit en votre absence et qui vous a été rapporté par votre femme, bien qu'elle n'y ait pas assisté. Alors voilà, j'étais allée à la pêche, à la rivière, à la petite rivière. Et quand je suis rentrée, j'ai entendu un grand cri. C'était ma femme. Elle avait été blessée? Non, tout avait été saccagé dans la maison. Il avait dû être furieux. Ah, nous y voilà enfin. Notez bien, greffier, il avait tout saccagé. Tout, monsieur le commissaire. Tout, monsieur le greffier. Les plates-bandes étaient piétinées, la toile des transats était retournée, les outils du jardin étaient par terre. Il avait dû être furieux. Une crise de nerfs, peut-être? Délirium tremens? Venait-il souvent chez vous? Ah oui, souvent. Ma femme vous l'a dit. Pardon, il y avait eu confusion. Je parlais de lui et elle me parlait du soleil, rappelez-vous. Mais c'était aussi vrai de lui, hein? Pardon, il y a une nouvelle confusion. Tout à l'heure, vous me disiez que c'était plutôt lui qui vous nourrissait. Maintenant, vous me parlez de ses colères, de ses déprédations. Dans un cas, vous parlez du soleil, et dans un cas de... Mais parlez! Mais allez-vous parler, enfin? Mais comment vous dire? N'ayez crainte. Vous êtes là pour dire toute la vérité, et rien que la vérité. Et de toute façon, dans cette affaire, vous n'êtes que des témoins. Témoin, oui, monsieur mon fils, mais nous sommes aussi des victimes, hein? Appelez-moi mon père, ma sœur. D'accord, mon père, ma sœur. Abrégeons. De quoi s'agit-il? Du soleil ou de l'agresseur? Les deux, docteur. Eh ben, c'était tantôt le soleil et tantôt l'orage. Docteur, l'orage. Voyez-vous, comme il est là, ben, il cache les soleils. Et on les regrette, on est à l'ombre. Et ça cache tout. Et je veux dire l'orage, avec sa saleté, des bruits, des tonnerres, pour le malheur des oreilles, ses éclairs pour aveugler, et sa pluie pour gonfler les torrents et inonder les pâtures. Alors, le soleil, oui, il réjouit le cœur. Quand on les voit, on lui dit « Bonjour, bonjour, entrez !» Et il rentre par la fenêtre. Tant qu'il fait jour, et comme il fait sec, et comme l'orage ne cache pas, et comme il pleut, et voilà l'orage. Et c'est pour ça on est tantôt pour, tantôt contre, et c'est pour ça on dépose une plainte contre un inconnu, et en même temps on se prévient. Voilà, j'ai tout dit.
S'il en est ainsi, monsieur et madame Poutre, je ne peux rien pour vous. Absolument rien. Greffier, veuillez conclure au non-lieu. Selon la formule, vous savez, tout bien considéré en mon âme et conscience, tout acquis sous tendis, nous ici présents en pleine possession de nos moyens d'existence. Décrétons que rien de ce qui a été advenu ne comporte de conséquences, est avec prescrit par la loi, etc. etc. Silence. Respect à la loi. La séance est levée. Allez donc, et que nul autre que le soleil ou l'orage ne trouble votre conscience. L'auteur de la petite comédie que voici est supposé être un enfant, un petit garçon de 8 ou 9 ans, futé et inventif. À la maison, le matin. Mais où vas-tu? Mais tu es allé hier? Non, hier je n'ai pas eu le temps. J'ai été occupé à être malade. Comment tu te sens aujourd'hui? Comme tu voudras. Je veux que tu sois malade. Bien entendu, je serai malade ce soir. Et maintenant, il faut que je sorte. Ah, tu ne prends pas le chien? Il est dans ma poche. Et les enfants? Ils sont au garage pour la réparation. Bon, j'y vais. Tiens, prends une montre. Parfait. Et là on avance, je l'emporte. Adieu, à ce soir. Adieu. 2 au métro. Madame, je voudrais un ticket. Ah, monsieur, malheureusement, je n'ai plus que de vieux tickets. Ça ne fait rien. Donnez-moi un. C'est combien? 1000 francs. Ça n'est pas cher. Voilà 1000 francs. Merci. Mais je ne sais pas quand le métro partira. Il est arrêté? Oui. Pourquoi? À cause de la pluie. Mais il fait un beau soleil. Mais ça ne fait rien, c'est le soleil des jours de pluie. Ah, je comprends. Alors je vais attendre. Nous allons faire la conversation tous les deux. Ça. Vous aimez parler cuisine? Oh, beaucoup. J'ai tout le temps faim. Moi aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la crème au vinaigre? Très bon, très bon. J'en mange à chaque repas, avec de la queue de rat. Aujourd'hui, jour sans métro. Aujourd'hui, jour sans métro. C'est vrai, j'oubliais, il n'y a pas de métro aujourd'hui. C'est ennuyeux, mais comment je vais faire pour aller au bureau? Prenez le métro de Semblant. Il passe souvent? Toutes les 5 minutes. Nanterre, préfecture. Tenez, en voilà un, justement. Nanterre, préfecture. Bon, je le prends. Alors à ce soir? Attendez, à ce soir. Quelle est votre adresse? Je n'en ai pas. Ça fait rien. Venez quand même. C'est à gauche. Oh, attendez. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. 3 à la maison le soir. Ah, je t'avais bien dit ce matin que tu serais malade. Oh. Tiens, prends ce remède. Il est très bon ton remède, c'est toi qui l'as fait? Oui, évidemment, avec du vin, de la salade cuite et du sable, naturellement. Ah bah, c'est tout à fait ce qu'il me fallait. Rendors-toi, je reviens dans 5 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te croyais malade. J'écris des vers. Encore? Mais ce ne sont pas de vrais vers. Ah, très bien. Dans ce cas, viens plutôt jouer avec moi. À quoi? À la cuisine. Tu sais bien que tu as invité la dame du métro. Ah oui, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on va manger? De la soupe, pour commencer. Ah oui, de la soupe. Tiens. Voilà, on va se... Hein? Voilà, des carottes, des poireaux et des pommes de terre. Très bien, on va les faire cuire. C'est cuit. Et puis, ah, mais il nous faut aussi de la viande. J'ai un ticket. Tant mieux. Regarde, il n'y a qu'à les mettre sur le feu. Et voilà 3 bistecs. En somme,
c'est le docteur, recouche-toi. Bonjour, docteur. Bonjour madame, permettez-moi de vous embrasser. Attention à mon indéfrisable. Oui, docteur, je m'y connais. Alors monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Oui, docteur, j'ai pris froid au bureau. Ah, très dangereux ce bureau. Voyons, voyons, vous avez de la température? Oui, docteur, j'ai de la fièvre depuis tout à l'heure. Faites voir votre main. Elle est bien sale. Vous lavez souvent? Pas souvent, parce qu'il n'y a pas de savon. Et votre langue, c'est bon. Elle est bien noire. Je parie que vous avez mangé de la réglisse. Oui, j'en mange beaucoup de réglisse au bureau. Décidément, très dangereux ce bureau. Faites voir vos pieds. Tiens, ils sont aussi sales que vos mains. C'est à cause des chaussures? Oui, mais c'est mauvais. Ça doit être la rougeole. Vous souffrez d'un symptôme, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça qu'un symptôme? C'est une grave maladie. Une maladie grave. On en meurt. Comment, docteur, est-ce possible? Mais qui ça peut être à cette heure-ci? Entre quand même. C'est la dame du métro. Elle vient dîner chez nous. Bonjour, asseyez-vous. Le docteur achève mon mari, je suis à vous dans un instant. Ne vous pressez pas, j'attendrai. Bon alors, je vais vous faire une ordonnance. Avez-vous du papier? Merci. Alors, monsieur, voici le régime. Un bouillon de légumes toutes les 2 heures, une promenade en chevaux de bois le matin à jeun, 3 fois par jour un cataplasme composé de charbon, de plâtre et de fromage de gruyère. Évitez le bureau, restez debout selon le cas, lavez-vous les mains et les pieds avant chaque repas. Voilà, c'est tout. Voilà, merci. Je vous dois combien, docteur? Ça fera 100 000 francs. Les voici. Merci beaucoup. Je reviens tout à l'heure pour voir si ça va mieux. Je vous raccompagne, docteur. Ma chère dame de métro, je vous ai fait venir parce que je vous aime. Moi aussi, vite, faites-moi un enfant. Tout de suite? Voilà, c'est un garçon. Ça va faire des allocations familiales. On va être riche. Et moi, je me sens rudement mieux. Ah, tu n'es plus malade? Non, il n'est plus malade pour le moment. Et c'est bien embêtant. Pourquoi cela? Parce que je suis la mort. Il va falloir que je revienne. Vous êtes la mort et vous nous l'avez pas dit? Hors de ma vue, sortez d'ici tout de suite! Je m'en vais, mais je reviendrai. Et nous verrons. Oui, nous verrons. Ha, 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 ha. Alors, comme je suis fatigué. Non, tu n'es pas fatigué. Je suis fatigué. Non, tu n'es pas fatigué. Si. Alors, viens avec moi au cinéma. Où ça? Ah, tu vois que tu n'es pas fatigué. Mais je suis pas fatigué pour aller au cinéma, mais je suis fatigué pour rester ici. C'est le docteur. Oh, j'ai une idée. Recouche-toi vite. Docteur. Ah, comment va mon malade? Très mal, docteur, très mal. J'ai les pieds de plus en plus sales. Oula, mauvais ça, très très grave. Je crois que je vais mourir. Ça se pourrait bien. Docteur, Oui. mon mari a une demande à vous faire avant de mourir. Volontiers? Quoi donc? Il voudrait apprendre à jouer au docteur. Rien de plus facile, je vous apprendrai. Allez, lève-toi, mon mari. Oh là là, qu'est-ce que je suis fatigué. Oh, fais un effort. Maintenant, docteur, allongez-vous à sa place pour lui donner sa leçon de mari et de médecin. C'est tordant, moi qui ne suis jamais malade. Allons, prenez ma main. Dites 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait, parfait, parfait. Vous savez très bien compter, vous ferez un très bon docteur. Maintenant, regardez ma langue. Oh, je vois une petite bête sur le bout de votre langue. Je vais faire l'opération. Mademoiselle, donnez-moi la pince à sucre. Ah, je savais bien qu'il n'en avait plus pour très longtemps. Je viens chercher pour l'emmener au cimetière parce que je suis la mort. Oh, je vous en prie, c'était un bien mauvais mari. Il faisait des enfants à toutes les dates. Ah, je sais bien, il m'en a fait un tout à l'heure. Allez, zou, on y va, au cimetière. Je ne suis pas le malade.
Je suis le docteur. Oh, je m'est égal, moi. Vous êtes mort, on va vous enterrer. J'entends quelqu'un, moi. Non. Au revoir. Tant pis pour le docteur. Bon débarras. Et toi qui voulais que je sois médecin, tu vois comme c'est dangereux? Comment? Je t'ai sauvé la vie et c'est comme ça que tu me remercies? Ah, nous deux, mon petit bonhomme, tu vas descendre la boîte à ordures, tu vas faire la cuisine, je vais manger le poulet et tu seras privé de dessert! Vers l'année 1900, époque étrange en tout, une curieuse épidémie s'abattait sur la population des villes, principalement sur les classes fortunées. Les misérables, atteints de ce mal, prenaient soudain les mots les uns pour les autres, comme s'ils eussent puisé au hasard les paroles dans un sac. Le plus curieux est que les malades ne s'apercevaient pas de leur infirmité, qu'ils restaient d'ailleurs sans esprit, tout en tenant des propos en apparence incohérents, que même au plus fort du fléau, les conversations mondaines allaient bon train, bref, que le seul organe atteint était le vocabulaire. Madame, la putain vient d'allumer le fourrage. C'est con. Coursive bien. Eh bien, ma quille, pourquoi sortez-vous là? C'est que... Vous pouvez vidanger? C'est que, madame, c'est que quoi? C'est que je n'ai plus de pull au vert pour la crécelle. Gloussé. Voici 5 Gaulois. Loupé chez le petit soutier d'en face. Tellement foreur du panier. Madame, c'est pas trop, y'a que quoi. Y'a que, madame, je n'ai pas de gravat pour ma ridelle. Plus de stuc pour le bafouille ce soir. Plus rien dans ma limon, plus rien. Eh bien, moi non plus. Ratissez, Irma, rien dans ma limande. Alors, qu'allons-nous marider, mon pieu? Oh, bonne petit bombeur, ne plus l'est pas. J'arrime le compte d'un croissant à l'autre, il me doit plus de 500 crocus. Ton pieu, c'est le dernier égotille, mais t'en prie s'il meurt au saupiquet. Et moi qui n'ai plus de gravat pour ma ridelle, plus de stuc pour le bafouille ce soir, plus rien. Ça suffit, je vous le plie et le replie, le comte me doit des lions d'or. Pas plus tard que demain, nous fourrons les grands arbousins. Vous aurez tout ce qu'il clôt. En attendant, retournez à la basache. Laissez-moi filer ce dormant. Laissez-moi Saoul. Allez. Croupissez. Ring. Madame, c'est la comtesse. Madame la comtesse de Périgny. Je prie bien, madame. Ah, grave. Faites la vite grossir. Madame la comtesse de Perléminous. Chère, très chère peluche. Depuis combien de temps, depuis combien de galets n'avais-je pas eu le mitron de vous sucrer? Hélas, chère, j'ai moi-même été très vitreuse. Mes 3 plus jeunes tourteaux ont eu la citronnade l'un après l'autre. Pendant tout le début du concert, je n'ai fait que nicher des moulins, courir chez le Ludion et chez le Tabouret. J'ai passé des puits à mesurer leur carbure, à leur donner des pinces et des moussons. Bref, je n'ai pas eu une minette à moi. Oh, pauvre chère, et moi qui ne me grattais de rien. Tant mieux, je m'en recuis. Vous avez bien mérité de vous tartiner, après toutes les gommes que vous avez brûlées. Poussez donc, depuis la moue de crapaud jusqu'à la mi-brioche, on ne vous a vu ni au waterproof, ni sous les alpagas du bois de migraine. Il fallait que vous fussiez vraiment gargarisé. Ah, il est vrai, quelle céruse. Mais je ne puis y mouiller sans gravir. Alors, toujours pas de praline? Aucune. Pas même un grain de riflard? Pas un. Il n'a jamais daigné me repiquer depuis Flo où il m'a zébré. Oh, quel ronfleur, mais il fallait lui racler des flamèches. Mais c'est ce que j'ai fait. Je lui en ai raclé 4, 5, 6 peut-être en quelques mots. Jamais il n'a ramonné. Oh, pauvre chère petite tisane. Si j'étais vous, je prendrais un autre lampion. Impossible. On voit que vous ne le coulissez pas. Il a sûrement un terrible foulard.
Et je suis sa sarcelle, sa mitaine, il est mon rotin, mon sifflet. Sans lui, je ne peux ni coincer, ni glapir. Jamais je ne le bouclerai. Mais Gitouille, vous faites bien quelque chose. 2 doigts de loto, une clope de Zoulou. Oh, merci, avec grand soleil. Irma Irma, voyons. Cette biche, elle est courte comme un tronc. Excusez-moi, je radoute dans une minette, je vais masquer cette plante. Je file à la vache. Tiens, un grand crocodile de concert. Oh, et voici le dernier ragoût des masques à la mode. Et voyons celui-ci qui est si to be or not to be. Oh. Fiel, ma pitance. Fiel, mon zébu. Adalconce? Quoi, vous ici? Mais comment êtes-vous bardé? Mais par la douille. Et vous bardez souvent ici? Non, mon ami n'a pas le nom bisant. J'espérais vous raviner, c'est pourquoi je suis bardé. Il suffit, je grippe tout. C'était donc vous, le mystérieux sifflet dont elle était la mitaine, la sarcelle? Vous, oui, vous, qui venez faire ici le mascaret, pendant que le mascaret, le beau boudin noir, le joli pied, pendant que moi, je me ravaudais les palourdes à babiller mes pauvres tourteaux. Vous n'êtes qu'un... Alors, c'est bien entendu, n'est-ce pas, Irma? 2 dolmans au linon, des fruiteurs très glabres et des petites clopes de sparadrap rôties au feu. Fiel, mon lampion. Vous ici, chère comte? Quelle bonne tulipe. Comment êtes-vous donc bardé? Eh bien, je bredouillais dans les garages après ma séance de sleeping. Je me suis dit, Irène est sûrement chez Safarine. Je vais les susurrer toutes les 2. Posez donc votre candidature. Et prenez donc ce galopin-là. Prenez donc ce galopin. Vous devez être caribou. Oh oui, vraiment caribou. Le saupiquet s'est prolongé fort dur. Nous avons frétillé, rançonné, refrétillé, re-rançonné et câliné des boulettes à ton flanquon. Je me demande où nous cuivra tout ce potage. Cher mon zébu semble tellement à ses planches dans votre charmant tortillon que l'on croirait, oserais-je le moudre. Mais oui, je vous en mouche. Eh bien oui, l'on croirait qu'il vient souvent ici ronger ses grenouilles. Il barde là tout droit le sous-pied sous l'oreille, comme s'il était dans son propre Finistère. Vous avez le pot pour frire. Enfin, le comte est si glaïeul, si Everchard, si chamarré de l'édredon. Vous ne pensez pas qu'il se contenterait de cette petite bouilloire et de ce modeste miroton? Ce miroton est un bavoir qui m'a été toujours rempli de punaises, cher ami. Vaste, mais il a d'autres bouteilles à son atelier, n'est-ce pas, cher comte? Ne dit-on pas que l'on vous voit fort souvent proche de la générale Mitropoulos? Que vous sarclés forts sont pourpoint en vieux palmier du Moyen-Âge? Mais que voulez-vous dire? Et la peluche de Madame Verjus n'est-elle pas souvent pendue à vos cloches? Mais nulle soupière, pas le moindre poteau dans mon coquetier, je vous assure. Tiens, je vois que vous brassez mon zébu mieux que moi-même. Et si j'ajoutais mon brin de mille à ce toucan? Ah, très cher, tel qui roulera d'hypervenche pèlera. Ne dois-je pas ajouter que l'on vous rencontre souvent le sabre glissé dans les chambranles de la grande Fédora? Ah ça, vous aussi ma cocarde? Il n'y a pas de cocarde, allons, allons. On sait que vous paumez avec Lady Bretzel. Comment? Avec cette grande corniche? Mais ce n'est pas plutôt avec Lady Bonne Marmite? Comment? Avec cette petite boboche? À votre place, monsieur, je préférais la vieille popote qui fait le lutin près du Pont-Bœuf. Mais c'est une transpiration, une vraie transpiration. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir, un fifre,
Un baldaquin. Un dur. Un serpolet. Un panier plein de mythes. Un ramasseur de quilles. Un fourreur de pompons. Allez repiquer vos limandes et vos citronnelles. Allez repiquer sur vos escarpins et leurs mandibules. Allez, allez. 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 C'est bon, je croupis, je vous présente mes garnitures. Je voulais pas vous arrimer. Je me lave, je me débouche. Madame et douce pater, ma chère cheminée, adieu, à ce soir. Nous soupions, non? Ah oui, nous allions triper. Tenez, voici justement Irma. Un petit peu de fatigue. Vol au vent. 2 doigts de loto. Je vous embouche. 1 ou 2 marteaux. Un seul, s'il vous plaît. Je me présente. Je suis le détective privé Dubois, surnommé Dupont, à cause de ma ressemblance avec le célèbre policier anglais Smith. Voici ma carte. Dubois Dupont, homme de confiance et de méfiance. Trouve la clé des énigmes et des coffres forts. Brouille les ménages ou les raccommodes. À la demande, prix modéré. Les raisons de ma présence ici sont mystérieuses autant que mystérieuses. Mais chut, je n'en dis pas plus. Vous le saurez plus tard. Qu'il me suffise de vous indiquer que nous nous trouvons par un beau soir de printemps dans le manoir du baron de Z. Z comme zèbre. Z comme zéphyr. Mais chut, cela pourrait vous mettre sur la voie. Comme vous pouvez l'entendre, le baron et sa charmante épouse organisent ce soir un bal somptueux. La fête bat son plein. Il y a foule au manoir. Vous avez entendu? C'est prodigieux. Le bruit du bal s'arrête quand je parle. Quand je me tais, il reprend. Vous voyez? Quand je me tais, ça recommence quand je commence, cela se tait. Mais chut, assez causé. Je suis ici pour accomplir une mission périlleuse. Quelqu'un sait qui je suis, tous les autres ignorent mon identité. J'ai tellement d'identités différentes. C'est-à-dire que l'on me prend pour ce que je ne suis pas. Le crime, car il y aura un crime, n'est pas encore consommé. Et pourtant, chose étrange, moi le détective, me voici déjà même sur les lieux où il doit être perpétré. Pourquoi? Je le saurai plus tard. Je vais disparaître dans un instant pour me mêler à la foule étincelante des invités. Que de pierreries, que de satin, que de chignons. Mais vite, on vient, je m'éclipse. Je suis la ravissante baronne de Z. La femme la plus enviée et courtisée des environs. Admirez ma robe de soir, cette étroite gaine de safran goudronné, ces faux bustes en autruche africaine, ces décrochez-moi ça en sapin des Vosges, et ces corsages en lanoline crénelée. Et mes bijoux, fameux dans toute la région. Mon collier de morilles flambé, ma grosse couturière aux petits doigts, mon soutoir des coris à Louis XVI et ces pizzicati sur ma pimpérelle ne sont pas-ils les plus beaux au monde? Voilà, c'est pourquoi je me désole d'être abandonnée par mon mari. Il ne pense qu'à la chasse. En été, poursuivre les plumiers des maris et rester désert dans la boue à l'affût d'un buvard sauvage. En hiver, forcer la chébiote à la course. Voilà, tels sont ses passe-temps préférés. Cependant, moi,
Point de mes amis des pensions. Moi qui n'aime ni la lecture, ni la musique, ni les jeux, je m'ennuie. Et je languis dans ces grands manoirs bretons. Ou plutôt, je m'ennuyais. Lorsque mon mari eut l'idée imprévue d'organiser ici même un bal. Un bal, Louis le chasseur. Un bal dans ce domaine solitaire. C'était incroyable. J'en suis encore toute éberluée et ravie. Car il faut se rendre à l'évidence, c'est les plus beaux soirs de ma vie. La fête bat son plein et il y a foule en manoir. Vite, retournons dans la grande salle de nous occuper de nos invités. Dieu que je m'amuse! Je suis la première femme de chambre. Le baron me faisait un petit peu la cour. Il aimait la couleur de mes cheveux. Mais pourquoi parler de tout ça? La baronne se trouvait mal. Vite, des selles et un médecin. Quel deuil pour nous tous. Se peut-il que pareille chose soit arrivée un soir de bal? Et moi qui aimais tant monsieur. Ah, j'oubliais de vous dire, je suis le premier valet de chambre. Le premier, une place d'honneur. Moi, Julie, deuxième femme de chambre, j'envoyais aussi la cuisine. Monsieur, il aimait bien tâter ma poitrine comme ça dans les coins. Oh, le pauvre monsieur. Bon, tout ça, moi, je vous le dis, c'est de la faute de madame. Madame, elle n'aimait pas les caniveaux, madame, elle n'aimait pas la chasse, elle n'aimait pas les saperlottes que monsieur ramenait et tuait avec son fusil. Tout ça, moi, je vous le dis, ça lui a tapé son système à cet homme. Je suis peut-être que le deuxième valet de chambre du manoir, d'accord? Pourtant, j'en sais plus long que beaucoup d'autres. Il y a bien longtemps que je me doutais de quelque chose, mais je ne voulais rien dire à personne. Et c'est pourquoi personne ne savait rien. Je suis la femme fatale de ce château. On m'appelle Mississippi. Ah, je l'aime, je l'adore. Avec ses blousons et son armoirie des descentes et des croisées. Portons secours à la baronne. Mais bientôt, nous serons dans la locomotive. Tchou, tchou. Avant ça, allons ramener la sel et le vinaigre. La trame se noue et le mystère s'épaissit. Grâce à ma diabolique machination, la baronne du Z a été informée en plein bal de la mort subite de son mari. Est-ce un crime? Est-ce un suicide? La foule qui encombre les salles du manoir se le demande avec angoisse. Écoutez. Parfait, parfait, l'affaire est en bonne voie. Mais on vient. Vite, disparaissons dans les méandres poussiéreux de ce château dont nous connaissons les issues les plus secrètes. J'ai répandu la sel et le vinaigre dans les sorts de la chambrière pour qu'elle chatoie les naseaux de la baronne. Et j'ai pris l'indicatif des chemins de vapeur. Puisque bientôt mon chéri m'attendra et ne fera pas longtemps le pied de mouton sur les quais de la station. J'entends le galopin qui l'emporte. Vive le castor à poil long de Logorama! Cette demoiselle américaine a bien mauvais genre. Hélas, monsieur avait un faible poil. Elle venait se frotter à lui. Et moi, il me fallait brosser la poudre de riz qu'elle laissait sous ses vêtements. Dommage, un si gentil monsieur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ce vinaigrier, de ce salir, ce pécor? Sa petite gueule, elle me revient pas. Ça veut me faire du zèle. Moi, je vous le dis, tout ça, j'y crois pas. Monsieur est tendu mort dans le parc. Et puis qui c'est qu'il a vu d'abord? Un petit jeune qui traînait par là, qui avait pris peur. Ça se trouve, c'était un invité qui prenait le frais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je peux pas m'enfoncer sur la tête. Est-ce qu'on s'y prend comme ça pour tuer un homme? Ou pour suicider soi-même? Allons donc. Je ne comprends rien à rien. Quand il y a rien, d'accord.
Mais quand il y a quelque chose, là je comprends. Seulement vous croyez que je vous dirai quelque chose? Eh ben je ne vous dirai rien. Rien de rien. Est-ce que j'ai rêvé? Quand je partais chercher le médecin, j'ai cru voir, dans le corridor mal éclairé, passer la silhouette de Monsieur le Baron. Ou en tout cas de quelqu'un qui ressemblait étrangement à Monsieur le Baron. Un homme qui se glissait le long des murs et qui a semblé disparaître dans les tapisseries. Tout cela est à vous rendre fou. Ah, quelle nuit! Seigneur, quelle nuit! Non, merci, merci. Laissez-moi. Je vais rester seule un moment et réfléchir à ces étranges circonstances. Oh, quelle soirée! Quelle série coup de théâtre! Et quand même bonheur fragile, atouffé, s'effondrait sous la main cruelle des destins. À peine avais-je pris conscience de ma joie, au milieu de la foule brillante des invités. À peine avais-je fait 1 ou 2 tours de valse. Et voilà que la terrible nouvelle m'est terrassée par la bouche d'un enfant innocent. Ah, tant que je vivrai, je me souviendrai de cet air de valse. Mais comment comprendre tout cela? À 10 heures, un enfant prétend avoir aperçu le corps inanimé de mon époux gisant au milieu du parc, son chapeau haut de forme étrangement enfoncé sur sa tête jusqu'au menton. Et à 10h05, lorsque tout le monde accourt sur le lieu de prétendu crime, le corps est disparu. Quoi qu'il en soit, mon mari n'a pas réparu au château. Mais qui aurait intérêt à l'assassiner? Lui, si riche et confiant. Et qui? Et pourquoi se serait-il suicidé? Lui, qui aimait tant chasser. Et d'autre part, dois-je me fier à la parole d'un enfant qui a pris peur? Ces énigmes me tuent. Ma pauvre tête me fait mal. Que qu'a crié? Seigneur Dieu! Cadavre! Cadavre! Oh là! Un cadavre! Un pendu! Mais c'est monsieur! Oui, ce monsieur! Au secours, au secours! Quel remue-ménage! Qu'y a-t-il encore? Oh, quelle horreur! Voilà une apparence qui a tout de la réalité. Allons, du courage. Osons regarder. Oh! Oui? Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas Monsieur le Baron. C'est quelqu'un qui voulait se donner l'air de Monsieur le Baron, mais qui n'est pas Monsieur le Baron. Mais, qu'y a-t-il encore? Une baronne qui pique encore une crise de nerfs? Il va falloir encore lui apporter des sels. Et moi? Est-ce qu'on m'a fait respirer les sels, moi? Bien le bonjour et remerciements, monsieur le Fétou. Moi, maintenant, je vais aller me croiser avec monsieur le baron sur les quais de Brest. Au revoir. Ah! Vous recevrez votre chèque dans le pigeon voyageur. Yeah! On peut s'imaginer quelle quantité de poussière s'accumule dans les placards d'un vieux château, surtout lorsqu'il communique avec un escalier dérobé qui n'a pas été utilisé depuis les croisades. Pendant que je me morfondais, étouffant sous le chapeau du crime ou du suicide, on ne saura jamais, le baron a pris le large, rattrapé par sa dulcinée, l'intrigante américaine. Crime ou suicide, peu importe. De toute façon, la mort subite de ce pauvre baron restera ancrée dans les esprits de tous. Certains même auront bel et bien aperçu le cadavre mystérieusement transporté dans un placard par une nuit sinistre de grand vent. Que faut-il de plus pour recommencer une nouvelle vie,
quand on est un gentilhomme, amoureux, ivre de liberté et prêt à aller chasser le castor à poil long d'Oklahoma. Telle est la machination qu'avait imaginé le baron pour fuir à tout jamais avec Miss Mississippi, emportant avec lui ses lingots d'or et laissant derrière lui une veuve inconsolable. Maintenant, à notre tour, fuyons. Nous avons gagné la partie. Pourvu que mon chèque me parvienne. Je n'ai pas tellement confiance dans les pigeons voyageurs. Naturellement, le placard est vide. Je m'en doutais. Tout cela n'était donc qu'une ridicule plaisanterie. Voilà un cadavre qui a vraiment de bonnes jambes. Ah, ce que la baronne est donc nigote d'avoir cru à tout cela. Eh, ma pauvre dame, venez par ici. N'ayez pas peur. Vous verrez qu'il n'y a pas plus de cadavre ni de baron que sur Marmande. Votre mari est bien loin et en bonne santé, moi je vous le dis. Sacrebleu, je me suis bien douté de quelque chose, mais je ne voulais rien dire. Rien de rien. Delphine, mon seul jour de bonheur. Il a sombré pour toujours dans la solitude et le mystère. Toute ma vie, je me souviendrai de cet air de valse. Ce soir-là, il y avait foule ma gloire. Étant donné un mur, que se passe-t-il derrière? Sachant qu'on a 2 points, A et B, situés à égale distance l'un de l'autre. Comment faire pour déplacer B sans que A s'en aperçoive? Problème d'algèbre à 2 inconnus. Étant donné qu'il va se passer je ne sais quoi, je ne sais quand, quelle disposition prenez-vous? Quoi qu'a dit? Rien, ne dis rien. Quoi qu'a fait? À faire rien. À quoi qu'elle pense? À penser à rien. Pourquoi qu'elle dit rien? Pourquoi qu'elle fait rien? À quoi qu'elle pense à rien? Ah, existe pas. Arithmétique. En l'absence de 0, le petit 1 joue à cache-cache avec le petit 2. Combien sont-ils? Une boule qui remonte un plan incliné. Faites une enquête. Où la Seine se jetterait-elle si elle prenait sa source dans les Pyrénées? La vie de tous les jours. Sachant que nous sommes immortels, comment organisez-vous vos derniers jours? Comment représentez-vous une absence de poisson? Faites un dessin. Observez attentivement votre main gauche. Votre main gauche. Merci. Et dites à qui elle appartient. Deuxièmement, imaginez que vous n'êtes pas et trouvez-vous un remplaçant. Devinez ce que je vais dire. Messieurs, dames, au nom de la troupe de théâtre d'Axa, je vous remercie de votre présence et de nous avoir prêté votre attention. Donc, comme vous avez pu le remarquer, ce show a été présenté par des intelligences non artificielles. Donc on vous donne rendez-vous début septembre pour les inscriptions à l'atelier de théâtre sous la magnifique direction de Monsieur Favier. À très bientôt. Travaillez bien. Les artistes. La photo, les enfants, sont par là.
que c'est apprendre